Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mathématiques premières sur ce qu'on appelle les variables aléatoires qui est dans la continuité du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Si vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas toutes les notions des probabilités conditionnelles qui sont essentielles pour connaître ce cours-là, je vous invite à la regarder en fiche, je ne sais pas où est-ce qu'elle va s'afficher, ou alors dans la description, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous avez des lacunes. Je mettrai bien sûr les timestamps du plan du cours sur la barre de progression et également dans la description si vous voulez la voir en détail. Donc sur ce, on attaque le cours. Alors, on commence avec la notion de variable aléatoire discrète. En première, on ne voit que des variables aléatoires discrètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire discrète? J'ai la définition. On appelle variable aléatoire discrète, notée X, la représentante d'un entier relatif. On appelle variable aléatoire continue, par opposition aux variables aléatoires continues, notée X, la représentante d'un intervalle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction, par exemple, qui est continue, c'est une fonction qui va demander graphiquement un tracé continu, c'est-à-dire un tracé sur lequel tu ne lâches pas la main quand tu la dessines. Voilà, là par exemple, c'est une fonction continue. À présent, quand on regarde la notion de discrétion, les variables aléatoires qui sont discrètes, elles sont modélisées par des petits points, des nuages de points. Ça peut peut-être vous faire penser aux suites numériques ou algébriques que vous avez vues justement cette année. Eh bien, c'est à peu près la même notion parce qu'en fait, tout simplement, n est compris dans l'intervalle n, qui sont les entiers naturels, d'où le fait qu'on n'a que des petits points. Et bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est des entiers relatifs. Ça veut dire qu'on a à la fois des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc voilà ce que c'est la variable aléatoire discrète. Alors, on passe maintenant à la loi de probabilité. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'est une loi de probabilité et c'est normal parce qu'en fait vous l'avez déjà vu en seconde et il me semble même en troisième. Donc je vais lire la définition. Déterminer la loi de probabilité de grand X qui en représente en fait toutes les probabilités pour une expérience, c'est trouver toutes les valeurs que peut prendre grand X, qui est en fait modélisée par la première ligne. La première ligne juste ici, c'est toutes les valeurs que peut prendre X. Et c'est à vous de les trouver dans l'énoncé. C'est assez logique en fait parce que le chapitre sur les variables aléatoires, tout comme le chapitre sur les probabilités conditionnelles, c'est vraiment que du français, que de la lecture et de la logique en quelque sorte. Calculer également les probabilités liées à grand X. Donc ça représente la deuxième ligne. Ici, vous voyez P de grand X est égal à K1, K2, K3, etc., etc. Et là, il faut toujours garder en tête que dans une loi de probabilité, la somme de ces probabilités vaut toujours 1. Donc imaginons qu'on n'a pas P de grand X est égal à K3. La seule façon de connaître P de grand X est égal à K3, c'est de faire 1 moins toutes les probabilités, la somme de toutes les probabilités qu'on connaît pour trouver tout simplement P de grand X est égal à K3. Donc à partir de cette loi de probabilité, on peut construire ce tableau pour mieux comprendre comment fonctionne toutes les probabilités de chaque issue possible d'une variable aléatoire. Donc je sais que pour ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo et qui ne connaissent pas encore le chapitre, ça peut sembler très flou, mais on va faire un exercice type bac à la fin de la vidéo pour que vous compreniez mieux comment est-ce que tout cela fonctionne. Donc à présent, on va voir quelques formules qui vont nous permettre d'analyser statistiquement les variables aléatoires d'une expérience donnée. Donc on commence avec la première formule qui est celle de l'espérance. L'espérance qui est modélisée par cette formule-là et je vais d'abord expliquer ce qu'est l'espérance. L'espérance en fait c'est une formule qui te permet de connaître la moyenne de toutes les valeurs que peut prendre X répétées un très grand nombre de fois. Donc par exemple, imagine quand tu lances une pièce un grand nombre de fois, tu verras que au bout d'un moment, tu as presque le même nombre de fois pile et le même nombre de fois face. C'est-à-dire que tu as autant de probabilités d'avoir pile et face dans une expérience et c'est ce qu'en fait modélise l'espérance. L'espérance nous permet de savoir si un jeu est par exemple équitable quand il s'agit d'un jeu d'argent. Imaginons que dans ton jeu d'argent, tu gagnes ou tu perds de l'argent. Et quand on veut calculer l'espérance, on veut automatiquement savoir si le jeu est équitable. Si le jeu est équitable, c'est que l'espérance sera égale à 0 puisque tu perds autant d'argent que tu peux gagner autant d'argent. Et donc ici, quand tu regardes cette équation, tu vois qu'en fait, tu retrouves les valeurs de ta loi des probabilités, donc le tableau que tu avais fait précédemment. C'est pour ça que quand tu calcules l'espérance, tu peux pas juste calculer l'espérance de nulle part parce que tu n'as pas forcément toutes les valeurs qui sont nécessaires. Donc, c'est-à-dire K1, K2, P de X est égal à K1, P de X est égal à K2. Tu dois les mettre dans ton tableau pour pouvoir calculer correctement l'espérance qui est également modélisable par cette formule juste ici. Donc ça, c'est pour l'espérance.
Donc, on a également la deuxième formule qui est celle de l'écart type, qui est très importante. L'écart type qui est modélisé par ce qu'on appelle la lettre sigma, qui est une lettre grecque. Sigma de x est égal à racine de v de grand X. Donc, v de grand X, ça représente ce qu'on appelle la variance. Donc, tout d'abord, je vais expliquer ce que représente sigma de x, l'écart type. Il nous permet de connaître la dispersion des valeurs prises par grand X autour de la moyenne. Donc, imaginons que vous avez une série de variables aléatoires, grand X est égal à 0, grand X est égal à 5, grand X est égal à 10, etc., jusqu'à grand X est égal à, je sais pas, 100, par exemple. Et ben, en fait, votre écart type vous permet de savoir si votre série sera très dispersée autour de votre moyenne. Donc, imaginons que, par exemple, vous ayez donc une série qui va de grand X est égal à 0 jusqu'à grand X est égal à 100. Votre écart type sera très grand, mais imaginons que vous ayez un écart type de, par exemple, 0,03. Eh bien, ça veut dire que votre écart type, votre série sera très rapprochée. Donc, c'est assez utile à savoir. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que sigma de x dépendra de v de x, la variance. Mais en fait, la variance ne sert pas à grand chose. Donc, c'est un nombre que vous devez connaître, une formule que vous devez connaître seulement pour savoir calculer l'écart type. En elle-même, elle ne sert à rien, la variance. Donc, voici la formule, ou alors également représentée par cette formule ici. Et notez ce qui est très important, c'est que votre variance doit dépendre de e de x. Donc, e de x, c'est très important que vous connaissiez son nombre pour pouvoir calculer justement la variance en question et donc par conséquent l'écart type. Il me semble qu'en première, vous avez des calculatrices avec des séries statistiques, etc. que vous pouvez directement calculer l'écart type sans avoir à vous casser la tête à devoir écrire tout ça. Mais c'est toujours important de savoir l'écrire au cas où si vous n'avez pas de calculatrice pendant un examen, c'est possible qu'on vous le demande. Donc voilà, ayez en tête ceci. Bien sûr, dans les exercices, quand on vous demande de calculer l'écart type, on vous le dira de manière assez explicite en vous le disant par exemple, calculer l'écart type de toutes les valeurs prises par grand X ou alors tout simplement déterminer la dispersion des valeurs prises par grand X autour de la moyenne et vous devrez donc calculer l'écart type en question. Alors, on va à présent passer à l'exercice type bac, celui que vous attendiez tous. Donc, je vais vous le mettre ici et je vais vous laisser le lire parce qu'il est assez long. Je vous ai déjà en fait résolu les questions 1, 2, 3, 4 parce que c'est du programme de probabilité conditionnelle. Donc, ça s'appuie en fait sur tout ce qu'on a vu sur les probabilités conditionnelles. Donc, c'est dans une autre vidéo et ça, c'est rien de nouveau. On vous apprend rien en fait. En vous mettant ceci. Donc, si vous voulez faire l'exercice par vous-même, vous pouvez faire pause et regarder donc après la correction juste ici. Et donc, du coup, on va commencer l'exercice sur les probabilités, enfin les variables aléatoires à partir de l'exercice 5. Le joueur reçoit 35 € s'il obtient un jeton gagnant de l'urne U1 et 60 € s'il obtient un jeton gagnant de l'urne U2. Sinon, il ne reçoit rien et prend sa mise. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque partie, associe le gain algébrique du joueur. Donc, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il perd? Le nombre peut tant être négatif que positif. On est d'accord, puisque grand X, ça représente tout ce qu'il va gagner ou perdre. Donc, maintenant, la question, c'est quelles sont les valeurs prises par grand X? Donc, c'est assez simple. On dit les valeurs grand X. Tout d'abord, le joueur peut perdre 10 € puisque un jeu consiste à miser 10 € puis à réaliser un tirage en 2 étapes, c'est dans la première ligne. Donc ça veut dire que si tu ne gagnes rien, techniquement tu as perdu 10 €. Ça veut dire donc ici qu'on peut mettre 0 moins 10, ce qui nous donne donc moins 10 €. Ça, c'est simple. Maintenant, grand X également, il pourrait très bien gagner, il me semble, 35 € s'il obtient un jeton gagnant de l'urne U1. Donc du coup, on mettrait ici 30 moins les 10 € qui ont été nécessaires pour participer, ce qui fait qu'à la fin, il gagne 25 €. Donc 35 moins 10 et ça nous donne donc 25 €. Et enfin, il peut gagner jusqu'à 60 € s'il obtient un jeton gagnant de l'urne U2. Donc il faut avoir énormément de chance et c'est pour cela que la somme est très élevée. Donc ça fera 60 moins 10 est égal donc à 50. Donc voici toutes les valeurs possibles qui sont prises par grand X. Donc ça c'est la première question. Donc, à présent, on nous demande de déterminer la loi de probabilité. Eh bien, c'est assez simple. On a tout d'abord toutes les valeurs qui sont prises par grand X. Ça, on l'a déjà parce qu'on l'a déjà déterminé avant. Maintenant, on doit déterminer les probabilités de toutes les valeurs possibles pour grand X. Et ça, c'est très facile, encore une fois. C'est beaucoup de bon sens. Donc, on va commencer ici par
P de grand X est égal à moins 10, le joueur est perdant. Perdant, qu'est-ce que ça veut dire sur l'arbre pondéré? Ça veut dire toutes les valeurs qui sont, toutes les probabilités de P de G bar. Parce que G bar, ça correspond à l'exact contraire de gagnant, donc G. Et du coup, ça fait 1 moins P de grand G. Et 1 moins P de grand G, c'est égal à 1 moins 5 24e. C'est écrit juste ici. J'avais mis toutes les informations importantes juste là. Et 1 moins 5 24e, c'est tout simplement égal à 19 24e. Et maintenant, on doit déterminer P de grand X est égal à 25. P de grand X est égal à 25. Ça correspond encore une fois à le joueur reçoit 35 € s'il obtient un jeton gagnant de l'urne U1. Donc, il gagne 25 €. Eh bien, ici, c'est très simple. S'il tire de U1, ça veut dire que ça correspond à A juste ici. Donc, ça correspond à P de G inter A. P de G inter 1, il est déjà là parce qu'on l'a déjà déterminé dans la question 2. Ça correspond à 5/36e. Et enfin, P de grand X est égal à 50. Ça correspond au joueur obtient 60 € si il obtient un jeton gagnant de l'urne U2. Et U2, ça correspond à A bar, l'événement A bar. Et G également, P de G, donc ça correspond à P de G inter A bar. Et P de G inter A bar, souvenez-vous, on l'a également résolu dans la question 2 de notre exercice, ça correspond à 5/72e. Donc maintenant, on a, selon le cours, toutes les informations nécessaires pour construire notre tableau de loi de probabilité. Donc tout d'abord, on a grand X est égal à ici. Maintenant, on a P de grand X est égal à KI. Et enfin, on peut mettre toutes nos valeurs. On met grand X est égal à, tout d'abord, moins 10. Grand X est égal à 25. Donc, d'où la nécessité, justement, encore une fois, je l'explique, de calculer toutes les valeurs qui sont prises par grand X. Sinon, vous ne pouvez pas déterminer votre loi de probabilité. Et enfin, le total juste ici, qui est égal à 1. Ça, c'est toujours le cas, ça ne changera jamais. Donc, I grand X est égal à moins 10, P de grand X est égal à moins 10, c'est écrit là 19 24e. Maintenant, P de grand X est égal à 25, c'est 5/36e. C'est là pour l'instant, c'est juste que du remplissage de tableau. Et enfin, grand X est égal à 50, c'est 5/72e. Et vous pouvez vérifier, quand vous additionnez tout ça, vous obtenez bien sûr 1, comme le dit la loi des probabilités. Donc ça, pour l'instant, c'est simple. Alors, maintenant, dernière question de notre exercice. On nous demande si ce jeu est-il équitable. Donc, souvenez-vous ce que je vous avais dit. La formule ou le nombre qui nous permet de savoir si le jeu est équitable, c'est l'espérance ou alors E de X. La formule de E de grand X, ça vous devez la savoir, c'est KI ou XI dans ce cas-là. XI fois P de grand X est égal à XI. Donc, ici, je vais le mettre pour tous les grand X est égal à XI. Ça nous fera tout d'abord moins 10 fois 19 24e plus 25 fois 5 36e plus 50 fois 5 72e. Voilà, là j'ai juste rempli la formule de mon tableau. Et encore une fois, c'est ultra important que vous sachiez bien déterminer votre loi des probabilités pour pouvoir calculer l'espérance. Maintenant, on calcule ça à la calculatrice et vous verrez que vous obtiendrez quelque chose du style moins 0,97. Et moins 0,97, ce n'est pas égal à 0. Donc, je mets ici que E de grand X n'est pas égal à 0, donc le jeu n'est pas équitable. Et je conclus. Donc ici, j'ai dit E de grand X n'est pas égal à 0, donc le jeu n'est pas équitable. Entre parenthèses, le joueur perd de l'argent ou perd plus d'argent qu'il en gagne sur le long terme. Et ça, vous pouvez le voir dès l'énoncé. Ça se voit direct que le joueur va avoir plus de probabilité de perdre que de gagner, d'où le fait que E de grand X ne soit pas égal à 0. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou tout simplement vous abonner, ça me ferait un grand plaisir. Et sur ce, je vous verrai pour de nouvelles vidéos. Bonne révision.